Bonjour Madame Pani, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Soyez bienvenue. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Ravi d'être là. Si vous le permettez, je vais vous présenter aux spectateurs. Aminata Pani, vous avez une maîtrise en droit, juriste. Vous vous installez en 2011 au Maroc pour rejoindre votre mari. Après des recherches difficiles dans l'associatif, vous finissez par trouver un poste de bénévole au GADEM où vous décrochez plus tard un contrat. En 2014, le gouvernement marocain ouvre une campagne de régularisation de sans-papiers. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, ouvre un poste pour travailler sur les questions migratoires. Vous postulez et vous êtes embauché. Vous avez publié un recueil de poèmes intitulé Clameurs et litanies féminines, édité chez Equinox, et un roman Impossible de rester, édité chez Présence africaine. En lisant votre roman, le lecteur apprend beaucoup sur la situation des migrants au Maroc. Souhaitez-vous compléter la présentation? Ah non, la présentation est très complète. En tout cas, merci d'avoir fait toutes ces recherches. Non, elle est fidèle, donc je n'ai rien à ajouter. Très bien, merci beaucoup. Dans le prologue de votre livre, vous nous faites plonger dans une situation que beaucoup de migrants vivent avant de mourir. Je cite les mots qui interpellent. D'appel à embarquement, entamer l'ultime voyage, une obscurité totale. Il ne fallait pas prendre le risque qu'aucun de nous n'arrive à destination. Ici, aucun de nous, vous parlez d'Aram et son ami Paul quand il part de Tanger. La lecture est très captivante, l'histoire est écrite d'une manière redondante. L'histoire se compose comme un puzzle. Quel a été le point déclencheur pour écrire votre livre? Quel message voulez-vous faire passer avec l'histoire d'Aram? Ok, merci. Je peux vous tutoyer. Oui. Voilà, je pense que ça va être plus simple comme ça. Vous me donnez du Aminata et c'est plus fluide. Donc, quel a été le point déclencheur pour écrire ce livre? Donc, comme vous l'avez déjà bien montré dans la présentation, je vivais au Maroc, donc je suis ivoirienne d'origine et je me suis installée dans cette tranche de ma vie au Maroc. Et j'ai eu à travailler sur ces questions, en fait, notamment avec mon bénévolat au GADEM, l'association que vous avez citée, et plus tard dans mon parcours professionnel. Donc, c'est une question que je côtoyais au quotidien, donc de façon professionnelle, de façon militante, de façon engagée. Et il y a aussi cette autre partie de ma vie qui est l'écriture que je mène quotidiennement. Donc, le point déclencheur, c'est vraiment de façon simple, avoir envie de raconter une vie ordinaire, voilà, d'immigrés. J'avais ça dans la tête, c'était le sujet que je côtoyais au quotidien. Et justement, à côtoyer cette question au quotidien, on entend plusieurs terminologies, on entend plusieurs façons de nommer cette catégorie de personnes non nationaux, en fait, parce qu'au final, ce n'est que ça. On a des gens qui ne sont pas ressortissants d'un pays dans lequel ils sont. Et il y avait tellement de terminologie pour parler d'eux que souvent on avait l'impression qu'on parlait d'autre chose, que ce n'était pas des personnes en fait. Et donc j'avais juste envie de raconter une histoire ordinaire d'une personne qui est juste sur cette catégorie d'immigrés. Donc c'était un peu ça le point de départ. Après, quel message? Ça va être difficile de réduire le livre sur un seul message. Je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'un livre, c'est d'avoir plusieurs couleurs en fait dans un livre et que souvent, un livre, il parle de façon individuelle à chacun. Après, moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, poser, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décrire une vie simple. Et là, j'ai fait le choix, par exemple, d'aller sur un personnage féminin et parce que je voulais écrire aussi au-delà de l'histoire de cette étiquette d'immigré, je voulais montrer que derrière, voilà, derrière cette catégorie, derrière cette trajectoire qui est souvent ponctuelle dans une vie, parce qu'on ne reste pas migrant toute une vie, ce moment ponctuel, il y a toute une histoire en fait.
Il y a tout un récit, il y a que portent ces personnes et que c'est souvent ça qui les détermine. Donc, vous allez voir, il y a une histoire d'amour dans le livre. Je vais dans l'intime du personnage arabe pour montrer que, en fait, c'est la vie d'une personne ordinaire, mais qui se retrouve dans un contexte différent de celui dans lequel elle a toujours vécu et qui est visibilisée avec une appellation dans une catégorie particulière qui, malheureusement, aujourd'hui, est devenu un sujet qui est traité de façon politique, qui est traité de façon politique, je vais dire, et qui sort ces personnes souvent même de leur humanité. Et donc, je voulais juste passer ce message que c'est des gens, quoi. En fait, pour parler de façon terre à terre, on a affaire à des gens, des personnes qui vivent leur vie, qui sont dans peut-être 5 ans de leur vie, qui durent peut-être plus de décennies et qui vont passer à autre chose à un moment où, ou d'autres, malheureusement, qui vont rester là-dedans et montrer cette pluralité de trajectoires aussi et qu'il n'y a pas un chemin linéaire pour le migrant. Il n'y a pas le migrant, il n'y a pas la migrante, il n'y a pas un chemin linéaire dans lequel ils s'inscrivent tous. C'est des trajectoires de vie avant tout. Et ça, c'est une trajectoire d'une femme avant tout. C'était ça un peu l'idée. Ok, merci. Bien, merci. Voudrais-tu bien nous expliquer en quoi consistait ton travail au CNDH et quelles difficultés aurais-tu rencontrées là-bas? Au Conseil national, le Conseil national des droits de l'homme, c'était le Conseil national des droits de l'homme marocain. Donc, c'est une institution, c'est l'institution nationale des droits humains comme il en existe dans la plupart des pays. Et donc, mes fonctions s'inscrivaient au sein de la direction protection des droits humains. C'est l'institution publique nationale qui s'occupe du monitoring de la situation des droits humains de façon générale au Maroc et on avait une section qui était dédiée aux personnes étrangères et aux migrants, comme on aime globaliser. Donc, mon boulot, c'était juste, c'était de faire la protection de cette catégorie spécifique et la promotion des droits de ces personnes. Donc, ça allait du monitoring de la situation des droits des étrangers au Maroc, ça allait donc par la production de rapports, par l'interpellation des autorités gouvernementales. Ça partait aussi de l'accueil des personnes qui venaient solliciter le CNDH pour l'accès à un droit fondamental ou à tout autre droit. Et donc, on faisait de l'accompagnement. Et ça allait aussi dans du renforcement de capacité des autres acteurs dans l'environnement, des acteurs de protection, notamment la société civile, notamment les autorités aussi, les ministères et les personnes, souvent même les personnes migrantes elles-mêmes dans une démarche, dans ce mot générique, de cette démarche d'empowerment en fait. Donc voilà un peu en gros en quoi consistait mon boulot là-bas. Est-ce que des difficultés inhérentes à mon poste? Non, pas rien de spécifique qui ne soit au-delà des défis que présente l'accès aux droits des personnes étrangères. Donc, dans un contexte où la situation des droits de l'homme elle-même est en évolution et connaît ses remous et connaît ses constances. Donc, il fallait traiter de la question de l'accès des droits pour cette catégorie spécifique. Donc, des difficultés liées à faire avancer ces questions, comme vous devez le savoir. La question de l'accès aux droits, ce n'est pas quelque chose qui souvent se fait du jour au lendemain. Donc, ça pourrait être ça les frustrations, mais des difficultés réellement, non. J'avais la chance de travailler dans une institution qui était publique, avec un statut qui me permettait d'exercer mes fonctions. Donc ça, c'était assez bien. Après, avoir ma tête dans une institution publique, c'était assez souvent... c'était assez souvent particulier parce que ça reste l'institution marocaine des droits humains et que moi, j'étais étrangère. Donc, il y avait aussi toute cette particularité et cette symbolique qui a amené plusieurs anecdotes qui sont aujourd'hui de jolis souvenirs. Oui, okay. Très bien. Merci. La question suivante. Avez-vous des contacts avec les Arabes ou des associations? Avec des Arabes, dans mon travail au quotidien au Maroc, oui, je recevais les personnes étrangères, donc j'avais des contacts avec des personnes arabes, avec des personnes qui n'étaient pas arabes.
et avec les associations, parce que l'institution publique a toujours eu une collaboration, un partenariat avec les acteurs de la société civile, notamment les associations. Aujourd'hui, je suis loin du contexte marocain, je suis rentrée dans mon pays d'origine, donc je vis en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai gardé les affinités, j'ai gardé les contacts, j'aimais bien avec la société civile, avec tout ce monde dans lequel j'ai milité par ailleurs. Mais voilà, je n'ai plus de façon quotidienne comme à l'époque où je travaillais encore sur le dossier au Maroc. Mais j'ai encore les liens, j'ai gardé les contacts et j'ai encore quelques nouvelles, on va dire. Très bien. Merci. Est-ce que le travail que vous avez, enfin, est-ce que le travail que tu as fourni en 2014 au GADEM, enfin, avec certainement toute l'équipe, a porté ses fruits? Et qu'en est-il à long terme? Oui, le travail qu'on a mené a porté ses fruits, mais d'emblée, je ne dirais pas non. Ce serait pessimiste de dire non. La question des... Le GADEM déjà est une association qui existait depuis 2006. Moi, je débarque là-bas en 2011. Donc, j'ai travaillé sur ces questions de façon professionnelle et militante en 2011 et 2014. Et quand je vois le contexte à l'époque et l'évolution du contexte au Maroc, je peux dire que oui, on vient de loin, on vient d'un contexte où la question des migrants n'était pas portée. Le fait marquant, c'est que ce n'était pas porté au niveau des autorités politiques, qu'aujourd'hui, c'est une question qui est sur l'agenda politique marocain, qui est au sein du gouvernement marocain. C'est une question qui est traitée, qui a découlé sur une politique migratoire qui n'est pas des moindres, qui a découlé sur une stratégie nationale d'identité, mais tout cela est parti aussi de ce travail que les associations, il n'y a pas que cette association dans laquelle je travaillais, sachant que cette association dans laquelle je travaillais était dans un collectif et a toujours travaillé dans une dynamique de réseau, comme vous savez, comme les associations le font dans tous les pays. Donc oui, on peut s'estimer, on s'est réjoui qu'en 2014, on ait un cap aussi radical et que le Maroc se positionne clairement politiquement au plus haut sommet de l'État de dire on vient avec une nouvelle politique migratoire respectueuse des droits humains. Après, c'est une étape. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui sont avancés même sur les questions de droits humains, n'ont pas une politique migratoire. Ça ne fait pas d'un pays le meilleur élève, mais c'est quand même un marqueur d'une volonté politique réelle. Après, cela n'occulte pas qu'au quotidien, la situation des migrants ne s'est pas forcément arrangée tout de suite d'emblée. C'est des défis de tous les jours, mais c'était les premiers moments où on parlait d'intégration pour certaines catégories. Et donc, vous savez, vous qui vivez dans des pays où les questions d'intégration pour les personnes étrangères se posent depuis plusieurs décennies, ce sont des défis de tous les jours pour les premiers primo-arrivants, comme on aime dire, pour les secondes générations. Donc voilà, aujourd'hui, le Maroc se lance dans une politique qui sera de longue haleine. Il y a encore des choses à monitorer. Il y a encore des violations de droits humains à relever. Il y a encore des pratiques qui perdurent malheureusement. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est que cette question ne retombe pas en termes de priorité et que ce plaidoyer pour l'accès aux droits des personnes qui désirent, qui souhaitent vivre au Maroc temporairement ou définitivement, soit pris en compte. Oui, c'est justement ce que j'allais poser comme question avec le SNIA. Donc là, le gouvernement, en 2014, le gouvernement avait mis en place la stratégie nationale d'immigration et d'asile, donc le SNIA, oui, avec un arsenal de programmes et d'actions dans le but d'assurer une meilleure intégration des personnes migrantes et une gestion de flux migratoires. Donc moi, je disais, qu'en est-il maintenant? Mais après toutes les lectures et toutes les recherches que j'ai faites, la réponse est dans ce que tu viens de me dire quand même, puisque c'est beaucoup de choses sur papier, mais pas beaucoup de choses sur le terrain. D'accord? Oui, comment on va dire, je ne vais pas employer le mot satisfaction, mais la réponse aux besoins souvent des personnes prend moins de temps que les politiques. Les politiques sont souvent plus lentes. Le Maroc a le mérite d'avoir cette stratégie nationale d'immigrants qui cible une catégorie spécifique, il faut le noter, qui est celle qui est la catégorie qui a été régularisée dans les 2 campagnes de régularisation
Voilà, en 2014 et en 2016. Donc là, il y a toute une politique d'intégration pour cette catégorie, sachant que le statut d'un étranger, c'est là où la mobilité, la migration n'est pas statique. C'est que on passe d'une catégorie à une autre. On peut être en situation régulière aujourd'hui, basculer dans l'irrégularité, on peut être dans l'irrégularité demain et accéder au droit à un titre de séjour ou même à une nationalité dans un pays. Donc, en fonction du temps où on est dans un bon timing, on profite de l'accès au droit ou pas. Donc, voilà, il y a aujourd'hui des gens qui arrivaient en 2014 ou qui étaient là depuis longtemps, qui ont profité de cette période favorable. Il y a aujourd'hui des gens qui sont arrivés de nouveau au Maroc, pour lesquels, voilà, il faut construire des choses, et d'autres qui, du fait qu'ils ont peut-être perdu leur travail en temps, ont aussi basculé dans l'irrégularité, donc ne peuvent pas avoir accès à un titre de séjour. Donc, ce n'est pas des positions statiques. Ce n'est pas parce qu'on a donné des titres de séjour en 2014 qu'on a tout réglé, parce que les statuts sont fluides et que ça bouge. Donc, oui, cette SNIA, il faut la monitorer. Les acteurs de la société civile qui sont militants engagés essaient de la monitorer. Il faut la monitorer, il faut relever les acquis, mais il faut aussi pouvoir continuer à travailler sur ce qui ne fonctionne toujours pas. Là, on est encore dans un contexte où il y a les refoulements, les arrestations qui reprennent, alors qu'on avait connu une période favorable avec un moratoire sur ces pratiques. Donc voilà, et c'est comme tous les combats de droits humains, il ne faut pas relâcher parce que quand on relâche, on perd les acquis. Oui. Merci. Dans ton livre, tu mentionnes l'identité subsaharienne et ivoirienne. Tu parles aussi de cette identité multiple. Ceci m'interpelle car j'estime que c'est le même cas que les migrants d'Afrique subsaharienne rencontrés en Europe. C'est une réduction de la femme et de l'homme africain à une chose qui ressemble l'un à l'autre. D'ailleurs, à la page 30, dans ton livre, tu dis, dans l'imaginaire collectif africain, ramené largement en noir. Le noir, c'était la couleur de ce voisin infréquentable et peu recommandable. De ton livre résulte que la situation est catastrophique par rapport à l'Europe. Que penses-tu ou que peux-tu nous dire sur cette problématique? En fait, on voit clairement le racisme qui se répète dans notre livre, mais oui, on peut dire que c'est encore pire qu'ici en Europe. Bon, ben, je ne sais pas si je dois dire que c'est pire qu'en Europe. Je ne suis peut-être pas d'accord avec ça. C'est peut-être là, vous voyez le personnage d'Aram, c'est un personnage assez fort qui ressent tout de façon assez émotionnelle. Donc, elle pose un regard comme ça, tac, tac, là-dessus. Je ne pourrais pas dire que c'est plus fort qu'en Europe. Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas vécu en Europe. Mais dire que ça existe dans le contexte marocain, oui. Le racisme ordinaire, c'est quelque chose qu'une personne noire, de couleur de peau noire, connaît tout de suite quand il arrive, parce que déjà, comme on dit, j'aime bien répéter cette assertion, on est une couleur quand on est une minorité. Quand on est en Afrique noire, moi j'aime dire Afrique noire, quand on est dans nos pays, on n'a pas de couleur, parce que tout le monde a la même couleur. Mais une fois déjà on arrive au Maroc, le Maroc est africain, il faut le signifier, le Maroc est sur le continent africain, et là déjà on se retrouve face à une autre pigmentation, et tout de suite il y a des interpellations. Donc c'est ça que j'avais voulu montrer en filigrane. Et puis il y a toujours cette posture de ne pas employer le mot noir. Il y a vous verrez plein de personnalités, plein d'écrivains, d'artistes qui se sont positionnés pour dire, par exemple, que souvent dans les contextes francophones, on n'aime pas employer le terme noir. On va par exemple appeler les personnes noires de couleur de peau des blacks. On va dire black, on va dire autre chose, on ne va pas dire noir. Alors que, donc, on va trouver d'autres choses. Dans le contexte marocain, on ne va pas dire noir non plus, on va dire africain. Sachant que c'est encore plus amusant parce qu'on est encore en Afrique au Maroc. Donc voilà, j'avais voulu faire ressortir ces aspects-là. On va dire subsaharien parce qu'on n'a pas envie de dire migrants noirs, en fait. Mais généralement, dans l'imaginaire collectif, au Maroc, ce qui est intéressant, on n'appelle jamais un Belge ou un Français qui reste une personne étrangère au Maroc, on n'appelle jamais migrant.
On a l'impression que migrants, souvent, ça ramène même à la classe sociale, en fait. Ça ramène aux personnes non nationaux, mais qui sont peut-être de classe sociale moins nantie, qui sont plus pauvres. On appelle les Blancs expatriés, on va appeler les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, on va les appeler migrants. Et donc, quand on dit migrant, un migrant, c'est juste quelqu'un qui bouge, qui est parti d'un pays à un autre pays, c'est ça un migrant. Mais voilà, mais c'est souvent réservé à une géolocalisation bien spécifique. Et donc, c'est ça aussi que j'avais envie de faire sortir dans le livre, déjà par rapport à cette terminologie, et que les migrants eux-mêmes, les personnes désignées comme ça, elles-mêmes, elles finissent par s'approprier cette terminologie. Moi, le nombre de fois où j'ai reçu des gens dans mon bureau à l'accueil qui me disaient, oui, bonjour, madame Aminata, je suis migrant. Et que je disais pour lui, ben non, tu n'es pas migrant, tu m'as dit, tu t'appelles monsieur X, c'est ça ton identité. Et voilà, donc c'est amusant, mais dans l'imaginaire collectif, en employant migrant, c'est un vocabulaire très spécifique. On sait de quelle catégorie vous parlez parce que quand on traitait souvent des dossiers de personnes issues de pays comme la France, comme la Belgique, personne nous disait que c'était des migrants. Donc, c'était amusant pour ça. Et puis aussi relever, voilà, cette question de racisme qui est une réalité dans les pays nordiques africains et qu'il faut le signifier parce que c'est quelque chose qui est vécu. Mais après, plus qu'en Europe, je ne pense pas. Ça ne se positionne pas de la même manière. D'accord. Merci. Je voulais encore demander en quoi, selon toi, consiste le combat le plus pertinent pour sensibiliser les gens autour de nous vis-à-vis de cette problématique. D'accord. Le combat le plus pertinent. C'est compliqué. Souvent, tout le monde on a dans un engagement, on se dit tous que ce qu'on fait est légitime. Donc, je ne pourrais pas hiérarchiser les combats, mais pour moi, sur cette catégorie ou sur cette question, l'essentiel. Pour moi, il y a deux volets. Il y a tout le volet qu'il faut faire au niveau institutionnel, dans tout ce qui est l'accès aux droits des personnes, parce que ce sont des personnes, les personnes en migration. Les droits les plus basiques, il faut pouvoir reconnaître ces droits-là à ces personnes-là et que parce qu'on est étranger, pas parce qu'on est non nationaux qu'on n'a pas accès aux droits fondamentaux. Et quand on dit droits fondamentaux, c'est pas par exemple piquer le travail de quelqu'un et donner à un étranger. Droits fondamentaux, c'est avoir accès aux droits les plus basiques. Le premier droit le plus basique, c'est le droit à la vie. Donc, ne pas porter assistance à quelqu'un qui, même s'il est en train de rentrer irrégulièrement dans un pays alors que sa vie est en danger, il faut voir ce qui est prioritaire. Donc, le premier droit élémentaire, c'est le droit à la vie. Les autres droits élémentaires, c'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation et c'est le droit à un hébergement décent qui préserve la dignité humaine. Donc voilà, ce sont ces choses-là qui sont demandées pour ces personnes parce que ce sont des êtres humains et qu'elles rentrent dans notre humanité. Et aussi, pour moi, le deuxième aspect qui mérite une attention, c'est tout ce qui est dans la déconstruction de nos préjugés. C'est aussi ça, ce livre, il porte aussi sur ça, comment on détricote nos clichés, les clichés qu'on a en nous, dans notre imaginaire collectif. Et que le postulat n'est pas de dire « j'ai pas de préjugés ». Ça n'existe pas. Un être humain qui n'a pas de préjugés, c'est faux. Mais c'est d'être conscient de ces préjugés et de voir comment on peut aller au-delà. Moi, j'ai mes préjugés sur d'autres personnes qui sont différentes. Mais comment ces préjugés ne vont pas construire mon rapport à l'autre? Comment ces préjugés, ces stéréotypes, ces clichés ne vont pas déterminer ma relation à l'autre et ne va pas me faire occulter qu'en face, j'ai juste un être humain en face et que voilà, il porte ses spécificités et que je porte mes spécificités. Donc pour moi, le deuxième truc, c'est vraiment de déconstruire ce combat. C'est pour ça aussi dans le livre, vous voyez, Aram fait toute une réflexion sur ces notions. Quand elle s'interpelle sur subsaharien, c'est pas faux. Aujourd'hui, on appelle les gens qui sont issus de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest des subsahariens. Mais c'est une géolocalisation. Si vous faites attention, on n'appelle personne dans le monde par une géolocalisation. Pourquoi on n'appelle pas des gens
des personnes issues de, je ne sais pas quoi, comment on dit, l'Himalaya, au sud de l'Himalaya ou non. On ne te situe pas par rapport à un désert ou par rapport à un fleuve. Il n'y a que cette partie du monde qu'on désigne comme ça. Donc, quand elle est ici, dans nos pays, moi, Abidjan, je ne suis pas subsaharienne, je suis une Ivoirienne qui circule et peut-être je suis au pire une femme qui circule. Je deviens subsaharienne dès que je quitte dans cette partie colorée-là, qu'on colore de façon noire. Quand tu sors de ça, voilà, tu commences à être interpellé par cette... Donc, il y a tout ce jeu qui est fait autour de cette terminologie et c'était de déconstruire ça aussi, de déconstruire l'imaginaire qu'on a d'un migrant. Souvent, on a une photo. On pense qu'un migrant, c'est un homme qui marche, qui va vers l'Europe. Et puis, il faut décentrer que la migration, ce n'est pas la migration du nord vers le sud. En Afrique, les mobilités sont anciennes, elles sont, je vais dire, ancestrales, elles sont plus importantes que cette infime proportion qui fait le rêve d'aller en Europe. Moi, je vis dans une région de libre circulation qui était une région de libre circulation avant Schengen, où les gens circulent, où les mobilités sont inhérentes aux gens, où on a des catégories de personnes qui sont comme inhérentes, des nomades, qui vont au-delà des frontières. Et donc, c'est cette déconstruction qu'on avait envie de faire, parce qu'aujourd'hui, on va d'un postulat que dès qu'on parle de migration, quand on entend migration, on a un viseur, le Sud qui va au nord, ou mieux, l'Afrique qui va en Europe. C'est pas ça. Il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a les mobilités qui circulent. Donc, voilà, c'était aussi de construire tout ça, que il n'y a pas que ça. Il faut sortir du prisme afro-européen parce que les Africains circulent en dehors de cet espace aussi. Et voilà, peut-être c'était un rêve d'arriver jusqu'à Caroline du Sud et pas se limiter à Paris. Oui. Alors, j'avais lu, tu es consultante sur les questions migratoires avec une agence de coopération technique française, c'est ça? Toujours maintenant? Actuellement, oui. Oui. Et quel est ton rôle? Parce que je pense que tu vas de temps en temps, tu allais au Maroc de temps en temps, non, là-bas? Oui, je vais encore au Maroc parce que j'ai la chance d'être sur un projet qui fait la valorisation de la coopération sud-sud. C'est un projet assez pilote où on essaie justement de tout le bavardage que je faisais, de montrer, de valoriser les mobilités africaines et de valoriser la coopération africaine entre les pays africains sur les questions de migration. Donc, ce projet spécifique, donc, je fais de l'assistance technique aux partenaires institutionnels ivoiriens sur ces questions de coopération entre pays africains sur la question migratoire. Ok, avec un focus sur les diasporas de ces différents pays, parce que c'est un projet régional au sein duquel le Maroc est en fait. Donc, et alors, ça apporte quoi pour les migrants qui sont là-bas? Là, sur ce projet, je ne travaille pas avec les personnes étrangères. Donc, non, justement, c'est ça, mais je voudrais bien comprendre. Là, je travaille plus sur les Ivoiriens qui, par contre, sont migrants ailleurs. Donc, c'est la diaspora ivoirienne. Donc, c'est les Ivoiriens qui reviennent ou qui ont envie de revenir ou qui ont envie d'être dans une circulation entre leur pays d'installation aujourd'hui et leur pays d'origine. D'accord. OK. C'est un autre volet de la migration. Voilà, OK, merci. Très bien. Ma question, pourquoi as-tu choisi le titre « Impossible de rester » Ce titre… Parce que ça reflète ton expérience. Toi, tu es parti rejoindre, tu as fait un rapprochement familial, donc c'est pas encore… Oui, j'ai toujours cette expérience des écoutes des personnes de ton travail, donc c'est quelque chose peut-être… Oui, en fait, parce que quand on lit le livre, en fait, on peut voir que vraiment, il y a beaucoup d'expérience d'un migrant, il y a beaucoup d'expérience dans son entourage, etc. Donc, on voit aussi que beaucoup de gens qui vivent là-bas, soit comme Paul, qui a une femme, une famille, et les enfants, ou que quelqu'un qui va passer son temps pour quelques périodes, que c'est vraiment très difficile. Parfois, disons, le personnage, il va vraiment être fort pour ne pas laisser aller par les situations qui ne sont pas du tout agréables. C'est toujours qu'il va combattre contre le point dont ils sont perçus par les migrants. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés
comme Aram, par exemple, elle va avec son amie Nasdia, si je dis bien. Joanne. Non. Oui, avec Joanne dans ce supermarché. Oui, c'est ça, oui. Joanne. Joanne ou Nasdia, c'est une fille qui essaie d'organiser quelque chose pour les migrants africains. Africains. On peut dire migrants. Pourquoi, en fait, as-tu choisi ce titre Impossible de rester? Ok, ben, vous dites plusieurs choses. Je vais d'abord revenir sur effectivement les profils. Comme si vous voyez, il y a un personnage central, Aram, qui essaie un peu d'être la voix et qui explique les choses, mais il y a aussi où elle côtoie d'autres profils en fait. Vous avez des différents profils dans cette même communauté de migrants, on va dire. On va rester sur le mot générique migrant. Et par exemple, on a Paul qui est on va dire, respectable père de famille. Maria est marocaine qui a 2 enfants. Et on voit toute la difficulté liée à son profil spécifique qui est complètement absurde pour quelqu'un qui vit avec une personne ressortissante nationale, qui a des enfants marocains et qui est sans titre de séjour au point d'envisager de partir. Et au point d'envisager de partir parce que pas de perspective, parce qu'il ne voit pas comment il peut s'ancrer dans le contexte marocain. Donc, il pense à partir alors qu'un profil comme ça, il a tout pour rester parce que normalement, étant conjoint de Marocaine, il devrait avoir accès à un titre de séjour, il devrait avoir accès au travail, il devrait, par ses enfants, pouvoir vivre dans cette société-là. Mais les perspectives font qu'il ne peut pas et il se projette sur un ailleurs. On a d'autres profils comme par exemple on a l'ami de Joanne, Patrick, qui a travaillé plusieurs années au Maroc, qui finit par perdre son boulot et à rentrer chez lui. Donc, plus possible de rester et de partir. Donc, à chaque fois, le jeu, c'était de montrer que la mobilité, elle est inhérente à l'être humain. Quand on va toujours vers des pâturages pas plus verts, mais qu'on estime meilleurs. Donc, quand on est dans un contexte que ça ne fonctionne pas, on va voir ailleurs. C'est aussi élémentaire que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas circuler qui est un problème. Donc c'est pour ça impossible de rester. Impossible de rester, donc pas que Aram, pas que pour tout le monde en fait, que l'humain, quand il ne peut pas rester dans un endroit, il part. Quand il y a une guerre dans un pays, quand il y a un conflit, les gens, ils font quoi? Ils prennent les routes, ils partent. L'humain ne reste pas là où il n'a pas de bien-être, là où il ne peut pas vivre, là où il ne peut pas rêver, là où il ne peut pas se projeter. L'humain ne reste pas. Et ça, on ne pourra pas figer les gens chez eux tant qu'ils ont des rêves d'ailleurs, tant qu'ils veulent partir. Donc, impossible de rester, c'était juste ça, en restant focalisé sur la trajectoire de Aram, qui part déjà de chez elle. Quelqu'un qui a eu l'audace de partir de chez elle alors qu'elle avait toute sa famille, elle était dans un pseudo-confort, même si elle a connu un déclassement social, mais Aram aussi, c'est ça en fait, ça déconstruit aussi cet imaginaire de dire que souvent, ce n'est pas les plus pauvres qui partent. Les plus pauvres, ils ne peuvent pas partir. Non, ils peuvent prendre la route parce que les plus pauvres, ils n'ont pas d'argent pour partir. Donc, c'est souvent des gens qui sont économiquement, qui ont des moyens. Aram, elle a pris l'avion pour partir au Maroc. Donc, voilà, c'est parce qu'elle est d'une certaine classe sociale qu'on peut penser à partir. Et donc, déjà, elle part parce qu'elle ne peut pas rester dans son pays parce que les conditions pour elle ne sont plus optimales. Et quand elle arrive au Maroc, on ne peut pas considérer pour Aram le Maroc comme un passage. Dans un pays où on fait 5 ans, on ne peut plus parler de passage. On ne peut plus parler de transit. On parle de résidence, on parle de vie. Donc là aussi, impossible de rester, mais elle continue. Donc en fait, c'est ça. C'est aussi simple. Le titre, il n'est vraiment pas, magique. Juste quand c'est impossible de rester, on part. Peut-être la fin, ça aurait été, quand c'est impossible de rester, on part en fait, pour résumer ce livre. Et aussi montrer que le problème n'est pas de circuler. Aujourd'hui, on fait souvent des faux débats sur la question des migrations. Aujourd'hui, le problème, c'est pas que les gens, c'est pas le problème de circuler. Aujourd'hui, ce sont les modalités, ce sont les conditions dans lesquelles une catégorie de personnes, parce que c'est anglais, une catégorie de personnes circulent. Il y a certains avec leur passeport qui est un peu rouge, ils vont partout dans le monde entier. Et que d'autres sont assignés à résidence, sont assignés sur leur continent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, c'est aussi ça. Alors qu'on sait que la mobilité est inhérente aux gens. L'humanité a commencé à un point et on a peuplé le monde. Donc, si les gens n'avaient pas pu bouger, ils ne seraient pas arrivés à ces 4 coins et découvrir toutes ces merveilles que cette belle planète nous réserve. Donc voilà, c'était aussi pour dire que
On ne pourra pas empêcher les gens de circuler. On va juste rendre la circulation plus périlleuse, on va rendre la circulation plus difficile, mais les gens, ils vont bouger parce que l'humain est fait pour bouger et que ce n'est pas un arbre. Okay. Bon, je vais te lire l'extrait d'un article. D'accord. Donc, de juillet 2020. Donc, la procédure de renouvellement des titres de séjour semble s'être largement compliquée au Maroc, les pièces demandées devenant très difficiles à fournir. Migrants et associatifs craignent que cette modification administrative n'entraîne une vague d'expulsion. Depuis sa convocation à la préfecture de Tanger, il y a quelques jours, Claude ne décolère pas. Après 8 ans sur le territoire marocain, il a l'impression de repartir à zéro. C'est mon 4e renouvellement de titre de séjour et ça n'a jamais été aussi compliqué, souffle-t-il. J'ai bien peur de me retrouver sans papier. Contrat de travail, bail officiel, carte de sécurité sociale, certificat médical ou encore relevé bancaire. Les pièces fournies sont non seulement plus nombreuses qu'auparavant, mais aussi plus délicates à obtenir pour des immigrants qui travaillent pour la plupart dans l'économie informelle et sont bien souvent hébergés au sein de la communauté des travailleurs subsahariens. Et là, j'en reviens à un moment donné à Henri, dans le roman, où grâce à Paul, Paul les informe qu'ils peuvent se régulariser à Karam, ils vont le faire. Ils travaillaient déjà informellement au noir, donc dans le bâtiment, et là, catastrophe, ils ne peuvent pas l'engager. Voilà. Donc, c'est assez très paradoxal. Et justement, je venais à ce sujet maintenant, les nouvelles régularisations, je pense qu'en 2020, sont très, très compliquées parce qu'on demande des documents que les migrants ne peuvent pas fournir. Et donc, j'ai l'impression que le Maroc durcit de plus en plus ses exigences pour limiter la régularisation. Et surtout, le pire qu'il y a maintenant, parce que j'ai lu un article de Mehdi Alioua, qui disait que maintenant, de nombreux immigrés en règle ayant été licenciés ou mis au chômage technique, ainsi que la quasi-totalité des clandestins, n'ont plus aucune source de revenus pour s'alimenter. Donc, selon le sociologue Mehdi Alioua, le prolongement du confinement risque d'affamer des dizaines de milliers de personnes oubliées des aides de l'État. Donc, moi aussi, je me suis demandé, les pauvres, c'était déjà pas facile, mais avec la pandémie, surtout qu'ils ne peuvent pas aller d'une ville à une autre ou d'un village, donc ils sont cantonnés comme ça. Donc, je pense qu'on fait beaucoup de choses. Bon, le Maroc a fait beaucoup d'efforts et surtout les associations ont poussé derrière, mais il me semble que ça serait trop grave de nouveau. Oui, là, sur cette question de façon large, je vais peut-être faire ma patriote ou celle qui a été imprégnée du Maroc. Le Maroc, c'est un pays que j'adore, ça c'est inévitable. Et donc, sur ces questions, je ne pense pas que le Maroc est un élève pire que d'autres. Il faut inscrire la position du Maroc dans le contexte global dans lequel sont traitées ces questions. Plus les questions se durcissent de façon globale, plus les pays sont dans la même valse. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, pour faire les papiers, pour les sans-papiers, et ça a toujours été marrant, on appelle ces personnes quand même des sans-papiers. Et quand on voit tout ce qui est demandé comme papier à des sans-papiers pour avoir un titre de séjour, c'est assez ahurissant. Et ça, c'est pas spécifique. Pour les choses qui sont spécifiques au Maroc, j'aime bien titiller, mais pour les choses qui sont globales, que tous les contextes appliquent, il faut le dire, dans tous nos pays, en Europe, les paperasses pour faire un titre de séjour, c'est ça. Pour faire un visa, moi, je travaille dans, je suis pas là, je travaille dans un travail assez confortable, mais c'est toujours humiliant d'aller demander un visa pour aller dans un pays européen parce qu'on est déjà en amont de l'application du suscitement des politiques migratoires. Donc, le Maroc, il s'inscrit dans cette vanne-là où aujourd'hui, justement, on dit que le problème, c'est de circuler du nord au sud. Et circuler du nord au sud, le Maroc se retrouve mais en même temps, c'est un pays du sud. Donc, c'est aussi dans une posture où le Maroc a besoin de se positionner par rapport à ces questions. Moi, j'ai envie de revenir sur le contexte qui se discute effectivement. Comme je disais, les gens, ils ont eu des titres de séjour dans le cadre d'une régularisation où on leur a demandé peu de documents. Et aujourd'hui, pour les renouvellements de ces types de séjour,
on les ramène au droit commun. Et le droit commun a toujours été compliqué. Et dans tous les pays qui ont mis en place des lois pour des titres de séjour, souvent c'est difficile pour les personnes d'avoir ces papiers parce qu'ils travaillent dans l'informel. Et c'est là où la partie d'Henri est assez éduquée. Il travaillait dans l'informel, il n'y avait pas de problème, il avait son salaire à l'emporte-pièce. Mais une fois qu'il a été régularisé, il devient un problème pour l'employeur. Parce que l'employeur n'a plus affaire à une main-d'œuvre bon marché. Oui, il a affaire à quelqu'un qui peut aller se plaindre, à quelqu'un qui peut demander l'exercice de ses droits. Donc, il devient encombrant pour son employeur. Il faut qu'il aille lui faire la sécurité sociale, il faut qu'il aille lui faire un contrat étranger. Oh, alors qu'avant, c'était simple. Il venait, il faisait ses 8 heures de boulot, il fait ses 9 heures de boulot, on le paye la journée, il s'en va. C'est aussi toute cette hypocrisie qui est derrière toutes ces conditions. Et c'est pour aller de façon, si je vais prendre ma casquette militante, même si aujourd'hui j'ai ma casquette d'écrivain, pour aller loin sur ces questions, c'est de se dire que ça alimente aussi un système. On a besoin que les gens ils arrivent illégalement dans certains pays parce que ça entretient la main de bon marché. Donc, on est dans un système où on ne peut pas déconnecter ces questions de façon globale. Et donc, ça se dissout au Maroc parce que ça se dissout dans tous les pays et que quand on est dans une crise, le premier qu'on rejette, c'est l'autre. Tout de suite. Quand on est dans une crise, l'humain a cette capacité à se renfermer, replier sur soi dès l'instant où il se sent menacé. C'est notre instinct de suivi qui ressort et on pense qu'il faut manger l'autre pour pouvoir survivre. Donc là, on est aussi dans ce contexte-là où on va te dire, tu vas entendre ça dans tous les contextes, quand tu fais un plaidoyer pour les personnes non étrangères, on va te dire, oui, mais nous-mêmes, les gens d'ici, on n'a pas encore. Oui, mais nous-mêmes, les gens d'ici, on n'a pas encore. Mais l'approche droits humains qu'on a toujours mis en avant, c'est de dire, il ne s'agit pas de prendre à certains pour donner à d'autres. Il s'agit de mettre tout le monde à niveau. Et souvent, c'est ça qui biaise les approches et c'est ça qui biaise les catégories. On ne va pas prendre le droit des nationaux pour donner aux étrangers. On va juste permettre que les étrangers aient accès à des droits reconnus pour tous, selon les engagements internationaux ratifiés, signés, adoptés par nos différents pays. Donc voilà, là, j'ai peut-être que je suis nostalgique mais oui, le contexte se dit ici, les articles Le Monde. Il y a une semaine, j'ai vu qu'il y a les collectifs de... Oui, attends, je t'interromps. Justement, je voulais demander, est-ce qu'il y a des ONG maintenant qui sont là-bas pour les aider au Maroc, pour les migrants? Parce que je n'ai pas vu que dans le livre, est-ce que ça existe ou pas? Je ne sais pas. Oui, dans le livre, je n'ai pas voulu développer cette partie. Ce n'était pas l'objet du livre. Je bossais déjà dans une ONG, je militais dans une ONG. J'avais justement envie de sortir de ce livre. Il n'avait pas vocation à être militant. Il fait passer des messages, mais je voulais justement toucher d'autres publics. Et comme je disais, l'objectif, c'est d'aller vers la déconstruction des clichés, des stéréotypes. Moi, je vivais dans ce contexte, je vivais dans ce pays. Oui. Mes 2 enfants, ils sont nés. Je ne savais pas si j'allais y aller et je voulais une société dans laquelle mes enfants ils pouvaient vivre. Et donc, que l'autre, il puisse savoir que, voilà, ils sont de couleurs différentes, mais c'est des êtres humains. C'était un peu ça. L'idée, c'était qu'à travers un roman, c'est moins militant, on sort des questions de rapport et qu'on puisse toucher des publics importants. Voilà, mais après, oui, dans le contexte, les ONG existent, elles ont toujours existé depuis tout le temps, depuis que ces premières questions se sont présentées. Les associations marocaines, il faut le préciser, ce n'est pas les associations étrangères qui sont venues porter assistance, c'est les associations marocaines. Oui, on voit que j'ai lu ça. C'est l'engagement citoyen marocain de personnes marocaines sensibles sur ces questions qui se sont intéressées à cette catégorie de personnes qui ont fait une solidarité avec ces personnes. Donc, elles ont toujours existé au début de façon plus militante, de façon sur l'engagement, mais il y a toujours eu les associations caritatives aussi qui ont été là pour les besoins basiques. Aujourd'hui, le contexte a changé. Avec la SNIA, il y a un contexte favorable qui fait qu'on a encore plus d'ONG, plus d'associations qui sont dans de la prestation, qui mènent en place des projets d'accompagnement des migrants vers l'intégration. Donc, encore plus aujourd'hui, on a toute une coloration qui ne sont pas forcément militantes, mais qui, dans leur travail généraliste de ce qu'elles apportaient aux catégories peut-être vulnérables marocaines, intègrent
aujourd'hui les migrants. Et c'est ça aussi le discours que je vais dire nous, parce que moi, c'est un camarade et que moi, par exemple, je porte, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de faire des droits particuliers ou de faire des canaux particuliers pour les migrants. Il y a une solidarité qui existe dans les pays. Il y a l'accès à certaines choses qui existent déjà pour les catégories en fonction de leur vulnérabilité. Il faut juste pouvoir intégrer les personnes étrangères en fonction de leurs besoins spécifiques. Et ce que je déconstruis aussi dans ce roman, c'est de dire que tous les migrants ne sont pas malheureux. Tu as Joanne, l'ami de Aram, qui vit sur boulevard Onfa à Casa, qui est un des boulevards les plus chics de Casa, qui peut se prendre un appartement. Voilà, donc elle vient d'un pays d'Afrique noire, mais elle n'est pas démunie, tu ne vas pas la voir dans la rue et l'accompagner à une association caritative. Donc les gens n'ont pas les mêmes problématiques de droit en fonction de leur statut social aussi. Donc il ne faut pas perdre de vue l'assistance humanitaire d'urgence pour les catégories vulnérables, mais toutes les personnes étrangères ne sont pas vulnérables. Moi, j'étais migrante au Maroc, je n'étais pas vulnérable parce que j'avais un boulot, j'avais la chance d'avoir un travail et que je n'ai jamais été en situation d'irrégularité, mais j'étais migrante. Si on dit les migrants, levez la main, je lève ma main parce que je n'étais pas dans mon pays et une fois que tu n'es pas dans ton pays, tu es étranger quelque part, là où tu es. Voilà, donc il faut pouvoir mobiliser et je pense que c'est aussi peut-être ce que le Maroc réussit, c'est que les associations qui travaillent sur d'autres questions. Aujourd'hui, le plaidoyer, c'est qu'elles intègrent tout juste. Si vous travaillez sur les femmes victimes de violences sexuelles, vous avez juste à intégrer une migrante victime de violences sexuelles dans votre dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles. Donc, ces personnes sont avant tout des enfants, des femmes, des hommes, avant d'être des migrants. C'est un peu ça. Prendre le prisme à l'envers, pas voir le migrant d'abord et penser est-ce que c'est un homme ou c'est non, c'est d'abord une femme vulnérable qu'on a en face, c'est un enfant qu'on a en face, c'est une famille qu'on a en face, c'est une personne désireuse de se marier qu'on a en face, c'est un réfugié qu'on a en face, d'abord. Et après, se dit que c'est aussi un migrant. Que vraiment le prisme du migrant vienne tout en arrière. Je ne veux pas dévoiler toute l'histoire du livre parce qu'il était passionnant, je l'ai vite mangé, comme dirait l'autre, en 3-4 heures. Merci. Mais le rêve quand même de beaucoup de jeunes, quels qu'ils soient migrants, c'est quand même l'Europe. Et parfois, c'est dommage parce que ce n'est pas l'Eldorado non plus. Oui. Oui. Après, on est aujourd'hui dans un monde où on a accès à tout, où de là où on est, on voit ailleurs, on voit d'autres choses. Et le point de cette question aussi, c'est de... Moi, c'est difficile pour moi de me positionner sur ces questions parce que d'autant plus depuis que je suis revenue, je vois des jeunes qui sont ici, qui sont dans des engagements citoyens, qui sont là, qui font leur vie ici, qui ne sont pas dans cette perspective. Et après, on a ceux qui aussi rêvent d'Europe parce que manquent de rêve aussi et se disent que ça va être meilleur ailleurs et se disent que ça va être bien ailleurs. Donc voilà, j'ai toujours eu du mal à me positionner, à dire c'est pas bien, ou à me positionner à dire moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien ou pas bien, je dis que c'est dommage parce que je pense que chacun, dans son pays, en Afrique, partout, on peut développer des choses, on peut faire des beaux projets, mais il faut aussi que le pays mette des moyens aussi pour que développer des activités pour ne pas donner, pas donner cette envie. Bien sûr, moi je vais partir aussi, j'ai envie de migrer. Dans 2-3 ans, je ne veux pas terminer ici. J'aime beaucoup de voyager aussi. Mais je veux dire, pour ces jeunes, oui, choses en place. Moi, je pense que ce serait un truc. Oui, clairement, c'est ça. Aujourd'hui, ça appelle aussi à la responsabilité de nos pays. Ça appelle aussi à la responsabilité de nos États. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils ne rêvent plus sur place, ils ont envie d'aller rêver ailleurs. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de rêve, si on n'arrive pas à vendre du rêve aux gens sur place, ils ont envie d'aller rêver ailleurs. Moi, je prends un contexte comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est mon pays, c'est un pays qui est reconnu comme un pays d'immigration avant tout. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, c'était un peu l'Eldorado ouest-africain où la sous-région, où les pays autour venaient en Côte d'Ivoire. Il y avait un miracle ivoirien qui s'est produit en temps. Voilà. Et on disait que les Ivoiriens ne partaient pas. Les Ivoiriens n'étaient pas dans l'immigration, les Ivoiriens étaient
étaient sur place parce qu'ils menaient leur vie. Aujourd'hui, cela a basculé par une combinaison de facteurs. On a tout le contexte global international qui est compliqué, mais on a aussi un pays qui a traversé une dizaine d'années de crise, voire plus, qui a traversé voilà, un conflit qui n'a pas été des plus simples, qui fait que les gens, ils ont bougé et que les gens, à un moment, la configuration du pays cesse et les gens ont envie d'aller rêver ailleurs. Donc aujourd'hui, on va voir les Ivoiriens sur les pistes de départ, on va voir les Ivoiriens qui s'en vont de façon, à tous les moyens, par les voies légales comme irrégulières, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période assez compliquée pour le pays, un contexte sociopolitique qui est difficile, mais qui s'inscrit dans ce cadre global-là. Donc c'est ça aussi aujourd'hui, mais après, ça ne doit pas permettre de voir les choses en noir ou blanc, parce que moi, voilà, moi je reste optimiste et je pense que oui, c'est la même chose. Mais il faut pouvoir vendre ce rêve aux jeunes. C'est parce qu'on n'arrive pas à vendre ce rêve aujourd'hui que beaucoup de jeunes s'en vont. On a la même chose en Europe. Il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'on sorte de ce prisme où tout est focalisé sur le politique, qu'il y ait des figures artistiques, qu'il y ait des figures sportives qui donnent l'imaginaire, qui alimentent l'imaginaire, qui font rêver ces jeunes et pas juste se focaliser sur la politique qui va rester constante et qui ne changera pas en fait. En fait, la problématique du fond, c'est même ici en Europe, hein, on a le même problème. Hein, donc, au fait, voilà, je ne vais pas dire que c'est générationnel, mais c'est voilà, pour le moment, depuis quelques années, cette crise, c'est tout ça qui fait que, on dit toujours, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et qu'on ne le sait pas, quoi. Donc, je pense que c'est la problématique un peu pour tout le monde. Oui. J'aimerais bien ajouter une citation de ton livre, quand tu parles aussi que vous avez beaucoup de migrants en Côte d'Ivoire. Oui. Tu écris dans ton livre, tu parles ici de 30% d'étrangers qui comptaient notre population. C'était une fierté de le proclamer à l'extérieur pour promouvoir notre pays bien-être. Parfois, on pointait ce pourcentage du doigt comme un problème face auquel nous étions impuissants. Nos identitaires estimaient même que les étrangers étaient plus nombreux que les Ivoiriens, les vrais, les authentiques. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais toujours, que c'est question de l'autre, d'altérité. Aram, elle se retrouve dans une posture où aujourd'hui l'étranger, c'est elle. Mais elle vient d'un pays où ces questions se sont posées, où c'était l'étranger, c'était l'autre. L'étranger, c'était un autre. Et qui connaît le contexte ivoirien, c'est que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de brassage, un pays cosmopolite, où oui, les 30%, c'est effectivement ça, voire plus d'étrangers. C'est une population de 23 millions calculée. Voilà, c'est une terre par définition qui a toujours été ouverte aux étrangers. Je pense qu'on a toutes les nationalités du monde que tu trouverais en Côte d'Ivoire avec des fortes communautés. Et c'est amusant de voir elles se retrouver de l'autre côté du réveil. Du miroir, comme on dit. Voilà, et l'effet miroir que cela lui renvoie par rapport à ces personnes. Et aussi, c'était en allant sur ce point spécifique pour dire que souvent, quand on est national, on ne voit pas l'autre autour, on ne voit pas ceux qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas des problématiques qui nous touchent, qui nous concernent souvent. Et que, voilà, c'est aussi ça la richesse souvent de partir, c'est qu'on pose un autre regard sur l'autre. C'est toujours notre rapport à l'autre, c'est toujours notre rapport à l'altérité qui est importante ici. Donc, Aram qui se plaint comment on la voit, mais qui elle-même admet qu'à un moment, elle a peut-être vu d'autres catégories de personnes, d'autres populations différemment. Et ce qui rejoignait ce que je disais, on a tous nos préjugés. Maintenant, c'est comment on va au-delà de ces préjugés pour faire société. C'est ça qui est important. Oui, ok. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Pour cette question, non. Oui. Je laisse les spectateurs, je ne parlais pas, enfin si, je parle du livre, mais je ne voulais pas trop parce qu'il est assez prenant, donc j'invite ceux qui nous suivent à acheter, aller lire ce livre qui est très très beau, très prenant. Oui, très prenant. Franchement, c'est très très bien. On peut le confirmer, l'histoire est vraiment très, très intéressante, oui, très prenante. Chaque livre
chaque livre, j'apprends plein de choses. Donc, comme quoi, c'est ça la magie des livres. On ne sort jamais pareil quand on a fini de lire un livre. Ah, c'est vrai, tout à fait. Hein? Quel que soit le livre. Oui, tout à fait. Il nous interpelle d'une manière ou d'une autre dans tous les cas. C'est vrai, c'est vrai. Oui, très, très, très bien. Ben, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une conclusion ou quelque chose à ajouter? Je ne sais pas, tu peux... Ben, là, je vais peut-être vous épargner de faire une chute. Je vais juste dire aux spectateurs, voilà, je leur recommande de le lire et qu'on puisse en discuter, que mon forum, il est ouvert si des questions. C'est toujours, voilà, c'était l'objet de ce livre, c'était aussi pour pouvoir parler de ces questions-là de façon moins passionnée et dans un cadre un peu plus littéraire. Donc, voilà, merci pour l'invitation. Ça m'a permis de découvrir votre centre et voilà, je vous remercie pour l'intérêt à ce roman. Merci beaucoup, Aminata. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.